Bonsoir à tous, c'est Antoine Kirchner, votre radiologue osteoarticulaire préféré de TikTok. Et je viens vous expliquer dans cette nouvelle vidéo au format plus long, plus en détail, un syndrome clinique ou un problème vu en imagerie ostéo-articulaire. Et là, on va parler du POPS, le Painful Os Peroneum, c'est du latin, ou syndrome douloureux de l'os péronéum accessoire. Bon là vous me dites, Antoine j'y comprends rien, tu me parles d'os sésamoïde, d'os accessoire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon déjà, première notion à donner, si tout le monde n'est pas au courant, on n'est pas tous tout à fait fait pareil, et il y a des petites variantes dans l'anatomie humaine d'un individu à l'autre. Dans le système musculo-squelettique, il y a plein de petits ossicules accessoires qui sont plus ou moins fréquents. Là vous avez une illustration derrière moi, tous les petits os variables qu'on peut retrouver au niveau du pied. Ces os variables, pour la plupart, ils servent pas à grand chose. Il y en a qui sont constants et indispensables, comme par exemple les deux ossicules sésamoïdes de l'hallux. Qu'est-ce que c'est qu'un os sésamoïde? Alors, c'est un os qui, lui, peut être constant ou inconstant, mais qui a cette particularité d'être situé à l'intérieur d'un tendon. Et c'est en fait une sorte de renforcement du tendon, parce que les tendons, c'est, pour rappel, les cordes qui servent aux muscles à tirer sur les os. Les cordes, ça aime bien, en tout cas les tendons, ça aime bien se faire tirer dessus, mais ça aime pas particulièrement les frottements et se plier contre une surface et frotter. Donc dans les zones de frottement ou de repliement des tendons, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas des trajets rectilignes, eh bien, il y a parfois la formation d'ossicules sésamoïdes, ces petits os qui servent à les renforcer. Et un bon exemple dans le corps humain, qu'on appelle la rotule, tout le monde connaît la rotule, c'est lui. C'est l'os sésamoïde le plus gros et absolument constant, sauf situation rare et de malformation ou de pathologie, du corps humain. À quoi il ressemble le spéronéum? En radio, ça ressemble à ça. Cette petite chose qui est ici, vous voyez? Typiquement située à hauteur de l'interligne articulaire entre l'os qu'on appelle ici le cuboïde et là le calcanéum, l'os du talon. Il est situé là parce que le tendon long fibulaire, en fait, il vient de l'arrière de la cheville comme ça. Il va suivre le rebord du calcanéum à sa partie externe, et il va ensuite aller essayer de passer sous le pied pour rejoindre par en dessous, là, la base du premier métatarsien. Et à cet endroit-là, donc, il se plie et passe dans un tunnel osseux dont l'entrée est située juste entre le calcanéum et le cuboïde. C'est le tunnel cuboïdien, il est situé à cet endroit-là. Là, vous avez un cas typique de petit ossicule péronéum sans autre anomalie, et sa localisation est typique, donc on n'a pas de problème. Alors, les petits os accessoires, ça peut parfois nous embêter. Par exemple, dans ce cas-là, si vous ouvrez les yeux, eh bien, vous voyez qu'il y a une fracture ici de la base du métatarsien, et là, un ossicule péronéum. Bien sûr, il ne faut pas prendre l'os péronéum comme une pathologie. Et par ailleurs, si vous regardez attentivement, ce que vous pouvez remarquer, ici, vous voyez, il y a un autre os en plus là. Cette petite chose, là-haut, ça, c'est un os qu'on appelle naviculaire accessoire. C'est une autre forme d'ossicule qui est à la fois un os sésamoïde, dans certains cas, et en tout cas un os accessoire à l'insertion du tendon qu'on appelle le tibial postérieur. Exemple donc de la variabilité entre les individus. Certaines personnes n'ont absolument pas ces ossicules-là, et parfois ils peuvent être un petit peu trompeurs. Là ça va, dans certains cas ça peut être très compliqué de les distinguer de fractures ou de séquelles de fractures surtout. Bon, j'ai largement assez parlé pour introduire le sujet, donc maintenant on va regarder des images, hein, on est là pour ça. Et je vais vous faire découvrir un petit peu l'anatomie de la cheville pour vous faciliter la compréhension des images. Et si vous faites partie des gens qui font des échographies, ça pourra également vous être utile pour reconnaître plus facilement le court fibulaire du long fibulaire. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Et c'est une image en coupe axiale, c'est-à-dire du haut vers le bas, d'une cheville en pondération DP ou T2 FATSAT, c'est du DP là en particulier. C'est des images où l'os est gris foncé, les tissus mous sont gris foncé, la graisse est gris encore plus foncé, et par contre les structures vasculaires et surtout le liquide et l'œdème, qui sont souvent des marqueurs de souffrance et des choses qu'on recherche pour découvrir les anomalies, trouver les anomalies en imagerie musculo-squelettique, apparaissent en blanc. Donc c'est très pratique comme image. Les tendons, qui sont des structures très très pauvres en eau, vont apparaître très noirs. Donc toutes les structures toutes noires, vous voyez, là, 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 c'est différents tendons de la cheville. Alors je ne vais pas vous bassiner des heures, on va s'intéresser au péronnier. Les fibulaires, ils sont situés à cet endroit-là. C'est les deux petits tendons que vous voyez ici en coupe axiale. En vous faisant défiler, je fais descendre un petit peu, vous allez voir qu'il y en a un qui, on descend, on descend, on descend, se retrouve vers l'avant, ici, sur le côté externe du pied. C'est une des façons de les reconnaître. On dit que le court fibulaire court devant, parce qu'en fait, il est situé en avant du long fibulaire de façon constante, quand on est en dessous de la malléole, sur le rebord externe du calcanéum. En fait, ici, il y a un petit rebord osseux, si vous faites attention, qu'on appelle la trochlée des fibulaires, qui sépare
le court fibulaire qui est toujours situé en avant, du long fibulaire qui est toujours situé en arrière. Quand on regarde en arrière de la cheville, ça peut être un petit peu difficile. Donc soit il faut descendre, repérer cet endroit-là et suivre le tendon, remonter en arrière de la malléole pour reconnaître le long fibulaire du court fibulaire. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est savoir simplement que le court fibulaire a sa jonction myotendineuse, donc le muscle, qui est situé beaucoup plus bas que le long fibulaire. Le long fibulaire, il est long, c'est logique, son tendon remonte plus haut. Donc, on va remonter, on est en arrière de la malléole externe, ici, de la fibula, on remonte, et vous voyez ici, en gris foncé, vous avez le corps musculaire, là, du court fibulaire, là où le long fibulaire est encore purement un tendon. Vous avez la jonction myotendineuse, la jonction entre le muscle et le tendon du court fibulaire. Donc si vous faites une échographie, que vous voulez savoir est-ce que je regarde le court fibulaire, est-ce que je regarde le long fibulaire, juste remontez un petit peu votre sonde et vous allez voir le premier qui a un corps musculaire qui apparaît, c'est le court fibulaire. Il y a pas mal de causes de douleurs externes et dans les causes non traumatiques, surtout avec un examen clinique évocateur, on va rechercher une souffrance de ces tendons fibulaires. Ils peuvent avoir pas mal de sources de symptômes, les tendons fibulaires, et ça peut être soit situé à cet endroit-là, en arrière de la cheville, là c'est pas le cas. Ça peut être situé un petit peu plus bas, comme je vous disais au niveau de la trochlée des fibulaires, là ce n'est pas le cas. Dans ces cas-là, la souffrance se fait avec le tendon long fibulaire. Soit encore un petit peu plus loin, on va se poser la question, est-ce que c'est une atteinte à la base du cinquième métatarsien, zone d'insertion du court fibulaire, que vous voyez ici? Si on suit, vous voyez cette petite bande-là, le court fibulaire, il s'accroche à la base du cinquième métatarsien. Alors là, sur notre image, on voit qu'il y a de l'œdème, du blanc, mais c'est pas vraiment centré sur cette région-là, c'est centré plutôt ici, sur cette anomalie. Et là, quand on suit le long fibulaire, il perd son aspect tout noir, il est strié avec du blanc à l'intérieur qui sépare un peu ces microfibrilles, et on voit l'apparition de cette structure blanche irrégulière qui correspond à un os qui est œdémateux. J'en suis sûr que c'est un os, je peux le regarder sur d'autres séquences, mais on voit déjà qu'il y a une corticale périphérique toute noire, donc ça oriente vers le fait que ce soit un os, une structure calcifiée. Et si on regarde sur notre pondération T1, qui est une autre façon de voir en IRM les structures, où les os sont blancs, eh bien on va reconnaître qu'il s'agit d'un os, mais pas d'un os qui a un aspect normal, un os qui est œdémateux. Vous voyez ici la graisse de la médulaire osseuse et la partie grisâtre foncée à cause de l'œdème. On regarde de profil et on retrouve l'image que je vous avais montrée dans le cas clinique, ici l'ossicule péronéum, qui est œdémateux, grisâtre sur cette image, et si on le regarde dans l'autre pondération, on va voir qu'il est très œdémateux, tout blanc, à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre? Eh bien, il est gros. Si vous vous souvenez de la tronche des os péronéum que je vous ai montré en radio, celui-ci, il est quand même très très gros. Aussi, il a des contours qui sont irréguliers, vous voyez là. Et enfin, il y a un petit peu d'œdème, un petit peu d'irrégularité là, de l'os du cuboïde. C'est un petit ostéophyte qui s'est probablement formé en réaction au frottement chronique de cet ossicule péronéum à cet endroit-là. Donc c'est un autre élément pour nous faire positiver le diagnostic. En scanner, on ne verra pas l'œdème, par contre on va pouvoir constater la présence déjà de l'ossicule, on pourra évaluer sa morphologie, voir s'il est irrégulier, comme c'est le cas par exemple ici, on verra bien une éventuelle formation ostéophytique, ici, le petit bout d'os qui dépasse au niveau du cuboïde, et ce qu'on peut deviner éventuellement, c'est s'il est sclérosé, donc un petit peu trop dense par rapport au reste des os, voire fragmenté, ce qui sont des signes de souffrance chronique des ossicules en général. Donc en conclusion, le POP syndrome, c'est un syndrome clinico-radiologique de douleur latérale du pied. Ça se présente par des gens qui ont des douleurs à la partie externe du pied, souvent favorisées par l'activité physique, la course, et qui ont besoin de cette variante anatomique pour que le diagnostic soit envisageable. Il y a plein d'autres possibilités, des simples ténosynovites, une souffrance isolée des tendons fibulaires sans que la cause soit la présence de cet ossicule, ou éventuellement des aponeuropathies plantaires externes ou d'autres diagnostics différentiels un petit peu moins fréquents. Il faut savoir y penser. Quand on le suspecte, éventuellement, on peut faire des radios. Si on voit que sur les radios, il y a un os péronéum, a fortiori, s'il est un petit peu gros, un petit peu irrégulier, ça peut vraiment faire évoquer le diagnostic. Si on veut avoir une confirmation certaine, il nous faut ces images en IRM. Je vous remercie pour votre attention. J'espère vraiment que vous avez aimé ce nouveau format un peu plus long d'explications plus poussées qui me permettra à l'avenir de vous faire des cas cliniques un petit peu plus détaillés et de donner un petit peu des éléments d'anatomie parce que ça peut être difficile pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de voir les cas cliniques et d'en tirer quelque chose s'ils ne connaissent pas qu'est-ce qu'on voit, c'est quoi telle ou telle structure. Si vous avez du feedback, ça m'intéresse vraiment. J'aimerais savoir ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé dans ce format. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire et je m'adapterai à vos suggestions. Merci à vous et à une prochaine.